formation professionnelle. Cette initiative rentre dans le cadre de l'employabilité et de l'amélioration de la protection sociale des jeunes. Puis, réhabilitation des voiries de Libreville. Les travaux sont effectifs. Le constat dans ce journal avec Aline Zila. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue à cette édition d'information. Une présentation de Fabien Guillaume Kembele. Ils sont de plus en plus rares les tronçons routiers de la capitale gabonaise où l'on peut circuler en toute tranquillité sans subir les affres des nids de poules. En dehors du centre-ville, la plupart des artères périphériques sont criblées de trous. Le bitume complètement détérioré à certains endroits laisse place à d'énormes crevasses qui empêchent la fluidité de la circulation. Notre reporter Edgar Kaba a signalé quelques artères de Libreville. Voici son reportage. Bruit indésirable de roues de véhicules devenu permanent, occasionné par des trous créés à quelques mètres de l'échangeur de Nzengayon, sur la chaussée, non loin de la nouvelle station-service récemment livrée. À chaud, nous avons eu un échange avec un chauffeur de taxi, juste après qu'il ait réussi à passer cet obstacle. Le problème qui se pose à ce niveau, ce n'est que le trou. Et quand nous venons de l'autre côté en vitesse, vous êtes obligé de ralentir. En ralentissant, ça fait un bouchon derrière. Les véhicules ne passent pas en flèche. Quand tu viens à vivre à lui et que tu tombes dans un trou, forcément, tu vas déraper. La dernière fois, nous avons vu un camion venant du charbonnage. Quand il revient de l'autre côté à la descente, il remarque devant lui qu'il a un gros trou. Et quand il essaye de dévier, il est sur le trottoir et il s'est retrouvé de ce côté. Et il a basculé des véhicules, il s'est retrouvé dans le ravin de l'autre côté. Quittons l'échangeur de Nzengayon pour la cité d'Amas, où à un des carrefours et du côté d'une des intersections de la route, il y a plusieurs crevasses qui endommagent la chaussée depuis longtemps et poussent les usagers de la route à solliciter l'intervention des pouvoirs publics. La chaussée est en mauvais état, c'est pas une très bonne chose pour les véhicules et les petites calibres. Mais quand ta route est gaspillée, il vaut mieux arranger. Quand quelque chose ne va pas pour la population, ils doivent toujours arranger. C'est ce que le gouvernement doit faire. Depuis quelques mois, le gouvernement gabonais s'est engagé à réhabiliter les voiries du Grand Libreville. L'axe à l'échangeur Nzengayon, rond-point de la démocratie, et le carrefour d'Amas devraient compter parmi les priorités également de ce vaste chantier. Un problème qui sera justement résolu avec la réhabilitation des voiries de la capitale gabonaise. Cette réhabilitation est effective sur le terrain et l'équipe de la communication présidentielle s'est rendue sur différents sites afin de se rendre compte du démarrage des travaux. Un reportage d'Aline Zila. Après le passage du président de la République, Ali Bongo Ondimba, en novembre dernier, dans certains quartiers de la capitale gabonaise, les engins et les ouvriers s'attellent à rendre plus praticables les routes de Libreville. Le démarrage des travaux de réhabilitation des voiries urbaines est bien visible. En témoigne la mobilisation des équipes sur le terrain. La route, facteur de développement, est une préoccupation de premier plan pour le chef de l'État. Le programme d'urgence initié sous son impulsion permettra d'apporter une réponse concrète à la problématique du réseau routier urbain en état de dégradation en de nombreux endroits de la capitale. Quelques riverains se sont prononcés quant à l'effectivité de ce démarrage des travaux. Depuis que les travaux ont commencé, nous remarquons que la route est quand même un peu mieux. Ce n'est plus comme avant, vous-même vous remarquez. Avant, il y avait les lacs, mais depuis qu'ils ont arrangé, nous remarquons qu'il y a de l'évolution. Mais nous ne voulons pas que ça reste comme ça. Ils doivent être soit les goudrons, soit les pavés. Mais si ça reste comme ça, c'est pas bon. Il y aura toujours des creux. Et pour avoir un taxi, c'est compliqué. Depuis qu'ils ont commencé, les voitures circulent bien, vous le voyez, vous le constatez, ça va. C'était pas comme ça auparavant. C'était pire, comme vous le voyez là. Mais comme ils ont commencé, il faudrait qu'ils terminent comme ils ont débuté. Depuis que les travaux ont commencé, vous voyez, vous-même vous remarquez, c'est plus ou moins praticable. Sauf que comme bon, ils sont encore en chantier, quand il pleut, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est mieux qu'avant. Ça va de mieux en mieux par rapport à la situation d'avant. Donc tout ce qu'on espère, c'est que le délai des travaux soit respecté parce qu'ils ont écrit 6 mois sur la pente. À Bizango et Mindobé, comme dans de nombreux quartiers de Libreville, l'initiative est saluée par les usagers de la route. Le programme qui intègre le plan d'action prioritaire recommandé par le chef de l'État devrait bénéficier au plus grand nombre au terme des travaux. Le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Cristiano Soukara Ponda, a présidé ce matin les travaux d'un dialogue entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne.
Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre des échanges, notamment la politique, l'économie et le développement durable. Compte rendu, Raymond Savo. Le dialogue normalisé gouvernement gabonais Union européenne se tient sous le fondement de l'article 8 de l'accord de Cotonou adossé sur 2 piliers. Rosario Bento País, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Le dialogue politique qui porte sur les questions nationales, régionales et mondiales, qui vise à renforcer la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation, le renforcement des capacités, la prévention et la résolution des conflits. Et en deuxième place, la relation de coopération qui a pour but d'encourager le développement économique, le développement social et humain et la coopération et l'intégration régionale pour promouvoir et développer le commerce entre les pays ACP. L'agenda finalisé conjointement portera sur les questions politiques, bilatérales et multilatérales, les enjeux de gouvernance, justice et droits de l'homme, la situation économique et sociale, un sujet particulièrement sensible et important dans le contexte de la crise mondiale liée à la pandémie de la Covid-19. Le dialogue politique, un échange de vues entre partenaires de rang égal, il permet de renforcer la communication et d'approfondir les relations entre l'Union européenne et les pays partenaires. Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Le Gabon considère le dialogue avec l'Union européenne comme un mécanisme indispensable et un processus nécessaire au renforcement de notre partenariat. Le Gabon fonde beaucoup d'espoir dans notre partenariat afin de consolider davantage des liens d'amitié et de coopération très essentiels pour notre stratégie de développement. Le dialogue politique normalisé est pour nous un cadre essentiel de concertation équilibrée, de respect mutuel et d'engagement résolu en vue de réaliser des actions concrètes dans les domaines d'intérêt commun. Le gouvernement entend toujours voir ces actions s'inscrire dans la quête sans cesse renouvelée du développement à l'aune de l'agenda 2030 des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Union africaine et aussi du plan d'accélération de la transformation 2021-2023 du Gabon. Dans cette perspective, l'Union européenne va accompagner le Gabon dans plusieurs programmes, notamment celui de la création d'emplois et le développement durable. À la fin de ce journal, nous vous proposerons l'intégralité des résolutions de ce dialogue gouvernement gabonais-Union européenne. La clôture de l'atelier sous-régional des classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive, mise en œuvre au Cameroun, au Congo et au Gabon, s'est tenue les 25 et 26 janvier 2021. À ce propos, le coordinateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, à travers un point de presse cette matinée à Libreville, a présenté les résultats de ce projet au travers des acquis obtenus dans les 3 pays pilotes. Issa Stigmofan. L'atelier de clôture du projet pilote des classes vertes a permis à 3 pays de la sous-région de bénéficier de techniques agricoles adaptées. Lors d'un point presse, les perspectives et les recommandations de cet atelier ont fait l'objet d'un éclairage. Elder Mouteia, coordonnateur du bureau sous-régional FAO pour l'Afrique centrale. Au total, près de 300 personnes, dont les enseignants, les agents d'agriculture et professionnels de santé et nutrition, ainsi que les parents d'élèves dans chaque pays, ont été aussi formés sur l'agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition. Combinant les techniques de production par les micro-jardins et la nutrition pour pouvoir à leur tour former 6121 élèves et lycéens, 1714 au Cameroun, 1407 au Congo et 3000 au Gabon. Les acquis de ce projet pilote ont été énumérés. Au niveau sous-régional, un manuel de formation sur les techniques innovantes de production et de nutrition a été élaboré et publié. Cet outil didactique destiné aux enseignants, aux techniciens agricoles et à la société civile pour la promotion des classes vertes en général et des micro-jardins en particulier permet de capitaliser les expériences et les leçons apprises durant la mise en œuvre du projet, mais également d'assurer la pérennisation et la bonne appropriation des acquis par les différentes parties prenantes. Ce point presse a donc constitué un moment d'échange visant à clarifier le but principal des classes vertes. Les 25 et 26 janvier dernier, la représentation sous-régionale de la FAO a organisé l'atelier de clôture relatif au projet des classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive. Un projet mis en œuvre dans 3 pays, donc le Cameroun, le Gabon et le Congo, appuyé par le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Un atelier bilan qui s'est tenu par visioconférence au niveau des pays. Retrouvons Issa Sitmofan.
Éveiller chez les jeunes l'amour de l'agriculture, c'est l'ambition que s'est donné le projet pilote des classes vertes, soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ayant valorisé auprès de 3 États de l'Afrique centrale des techniques innovantes, ludiques, éducatives, en mettant l'accent sur la valeur nutritive des aliments. Aïssa Mamadoul Taïbou, chargé de la nutrition pour l'Afrique centrale au bureau sous-régional de la FAO. C'est en fait valoriser l'agriculture en montrant le double aspect, non seulement celui de réduire ou d'éliminer la faim, mais également de nous protéger contre certaines maladies à travers la prise en compte de la nutrition. Donc pour nous, il était important de mettre en œuvre ce projet au niveau des écoles. Les élèves se sentent plus intéressés parce que ça a ce côté ludique, amusant, qui les amène à s'impliquer pour que même pendant les vacances, les activités puissent continuer et pourquoi pas même au niveau des ménages, que ces techniques innovantes soient aussi utilisées. Au terme de la clôture de cet atelier bilan, les 3 pays concernés, le Cameroun, le Congo et le Gabon, ont tiré profit des expériences mises en œuvre. Pourquoi l'atelier bilan? Je disais que ce projet a démarré en 2018. Il était important pour nous que les équipes de 3 pays se retrouvent et puissent échanger sur la mise en œuvre du projet, sur les renforcements des capacités, sur les difficultés qui ont été rencontrées et permettre aux uns et aux autres de tirer profit des expériences qui ont été mises en œuvre et voir les faiblesses qu'il y a eu et comment les contourner éventuellement dans la perspective d'une extension ou d'une pérennisation de ces projets. Le projet des classes vertes se veut une solution moderne pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Il a été financé par la FAO à hauteur de 472 000 $ US, une initiative pilote ayant expérimenté pour 2 ans avec pour visée promouvoir une agriculture moderne et de qualité auprès des jeunes en milieu scolaire en mettant l'accent sur la valeur nutritive des aliments et l'impact nutritionnel. Élection sénatoriale du 30 janvier prochain. La campagne a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les différents candidats en liste, dont 89 issus des 17 partis politiques et 2 indépendants, déroulent actuellement les stratégies mises en œuvre pour convaincre les grands électeurs. À Libreville, le candidat PDG au premier siège, Flore Mistoul, rencontre déjà ses électeurs des 1er et 3e arrondissements. Pendant ce temps, à Démocratie Nouvelle, les 2 candidats investis dans le Wellington peaufinent encore leur stratégie. Bernadette Zangueyi. C'est bien parti pour les sénatoriales du 30 janvier prochain. La candidate PDG dans le premier siège de la commune de Libreville, Flore Mistoul, affiche sa confiance. Autour de moi, j'ai des conseillers qui me suivent et qui m'amènent à pouvoir être confiant. Je voudrais ici et humblement demander à tous les conseillers du premier siège de Libreville de pouvoir m'accompagner. Aux conseillers PDGistes, je dirais, c'est derrière le DCP que nous devons pouvoir réussir ce challenge. Certes, une femme, mais une femme pleine de conviction. Ma foi religieuse m'amène à attendre le 30 janvier lorsque le CGE aura proclamé les résultats. À Démocratie Nouvelle, son porte-parole Jonathan Tutumungom affirme que son parti met des stratégies pour prendre à contre-pied ses adversaires dans les sièges de Locano, Amidik et d'une thème habitable. Démocratie Nouvelle n'entend pas aller avec la fleur au fusil. Nous pouvons avoir un nombre de conseillers inférieur aux autres partis, mais dans le domaine politique, 4 conseillers peuvent s'avérer nécessaires par rapport aux partis qui ont peut-être 19 ou 22 conseillers. L'élection étant à bulletin secret, nous pensons que nous pouvons tirer notre épingle du jeu en fonction de la stratégie que nous avons mise sur pied. Dans ce challenge, 91 candidats sont en course pour 52 sièges. Ajoutés à cela, 15 sénateurs nommés par le président de la République. Justement, dans le cadre de l'élection sénatoriale dont la campagne a débuté aujourd'hui, tous les différents états-majors sont à pied d'œuvre. C'est le cas dans la province du Haut-Ogooué où les différents candidats du Parti démocratique gabonais reçoivent le soutien du membre du bureau politique PDG Vincent de Paul Massassa. Ahmed Ryan Zengi.
Mandaté par le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Vincent de Paul Massassa, par ailleurs ministre en charge du pétrole, une délégation conduite par son conseiller politique s'est rendue à Franceville à l'effet de préparer l'arrivée dans le Haut-Togo de ce dernier qui, en sa qualité de membre du bureau politique, entend soutenir les candidats investis par le PDG dans le cadre des élections sénatoriales. C'est d'ailleurs dans cette perspective que l'émissaire du ministre du Pétrole, Béchir Pemangoy, a rencontré tour à tour en présence du délégué administratif du Parti démocratique gabonais, Albert Ngamizoku, les militants Joachim Lekogo, maire central de la commune de Franceville, Joël Leumbu, président du conseil départemental de Lampassa, Joséphine Bakoussou, maire du 1er arrondissement, Louis Etimantuo, maire du 2e arrondissement, Elodie Sanjo, maire du 3e arrondissement de Franceville et Abdoul Youma, maire du 4e arrondissement. C'est sous cette ambiance militante que le ministre du Pétrole, membre du bureau politique, Vincent de Paul Massassa, sera accueilli par l'ensemble des conseillers municipaux et départementaux de la commune de Franceville, avec pour seul et unique objectif la victoire finale à travers la régénération et la revitalisation. Réunis en séance plénière extraordinaire le mardi 26 janvier dernier, les conseillers membres de la Haute Autorité de la Communication ont procédé à l'examen du microcosme médiatique gabonais. Il en ressort, selon le constat de l'autorité de régulation, que ces derniers temps, la presse, notamment celle en ligne, s'illustre par des dérives attentatoires à l'éthique et à la déontologie journalistique. En tout cas, ce qu'on peut retenir de la déclaration faite par Jean-François Mouyaka Ngonga, le conseiller membre porte-parole de la Haute Autorité de la Communication, que nous vous proposons d'écouter. Sous l'autorité du président par intérim, la Haute Autorité de la Communication s'est réunie le mardi 26 janvier 2021 en séance plénière extraordinaire dans la salle habituelle de son siège, sise à l'avenue de la Libération. À cette séance plénière extraordinaire était inscrit à l'ordre du jour l'unique point relatif aux abus observés dans l'expression de la liberté de la presse. Nulle personne physique n'est sans savoir que la liberté de la presse fait partie intégrante des libertés fondamentales consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe est de même consacré par la Constitution de la République gabonaise en son article 1er.2 qui dispose: la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public. Comme vous pouvez le constater, le principe de la liberté de la communication, duquel découle celui de la liberté d'expression, n'est pas d'application absolue. Comme tout principe, il est sujet à des exceptions, à des dérogations, à des limites. La Haute Autorité de la Communication constate pour le regretter que depuis un certain temps, la presse gabonaise, notamment certains médias en ligne, s'illustre par de graves manquements dans le traitement de l'information au quotidien. Le respect de l'observation des exigences de la presse, que sont le principe du contradictoire et l'équilibre de l'information, semble de plus en plus bafoué pour ne se place qu'aux dénonciations calomnieuses, à la diffamation et au non-respect de l'honneur, de la dignité et de l'intégrité morale d'autrui. Suite à ce constat, la Haute Autorité de la Communication invite les journalistes au strict respect des règles éthiques et déontologiques qui régissent leur profession, en faisant montre de professionnalisme et de responsabilité. À l'instant, vous venez d'écouter Jean-François Mouyaka Ngonga, le conseiller membre porte-parole de la Haute Autorité de la Communication. Rien à voir avec ce qui précède, l'employabilité et l'amélioration de la protection sociale des jeunes, une préoccupation au sommet de l'État. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle organise depuis ce matin à Libreville une formation méthodologique pour l'acquisition des outils de conduite d'une mission d'audit. Plus de précision avec Pascaline Mozart. Le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale vise à contribuer à la réduction du chômage des jeunes. Pour ce projet, les formateurs vont acquérir une formation dans les différents centres agréés. François Moukangou, chef de projet. Nous avons, sur le plan de la formation, envoyé 30 inspecteurs stagiaires à l'Université d'Aix-Marseille, à l'ENSET de Libreville, 40 conseillers pédagogiques pour l'éducation nationale. Nous avons
avons pour l'éducation nationale 50 professeurs en formation dans les matières scientifiques aussi qui vont revenir pour notre système de formation. Nous avons aussi pour 10 établissements de l'enseignement technique, la formation et du ministère de la Santé, à l'Ogoué maritime où les travaux ont commencé au lycée technique Jean-Fidèle Otando, à l'école de commerce, au centre de formation de Port-Gentil, dans le Haut-Ogoué, au lycée technique Fulbert Bongota de Mwanda, au lycée technique Agathe Obenje de Franceville, au centre de formation de Koulamoutou. Et dans l'Angounié, nous avons le lycée technique Nyonda Makita de Mouila, l'école de santé de Mouila. Dans la Nyanga, nous avons le centre de formation professionnelle Nyindu Minzamba de Chibanga et nous avons le lycée technique de Chibanga. Le chômage de la jeunesse gabonaise préoccupe le président de la République ainsi que le gouvernement, d'où la nécessité de débuter par les formateurs. La formation des jeunes, c'est une préoccupation pour le président de la République et du gouvernement. Commençons par la formation des formateurs. Et ces formateurs qui vont avoir une incidence sur les jeunes qui sont formés. Et nous voulons renforcer l'employabilité des jeunes, que les jeunes soient capables de se mettre en place et de travailler et de participer au développement économique et social. Il est à noter que le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale est financé par la Banque africaine du développement et le gouvernement gabonais. Merci Pascaline Meza pour toutes ces informations. Après Libreville, la capitale, le phénomène des photographes ambulants communément appelés shooters occupe les rues de la ville économique Port-Gentil. Pour ces jeunes qui exercent pleinement leur métier, l'objectif est d'arriver à s'occuper de leur famille. Un reportage qui porte la plume de Ludwig Djembi. Postés à chaque carrefour, devant des grandes surfaces et dans les marchés, des jeunes gens armés d'un appareil photo numérique filment, le plus souvent à la surprise des concernés. Appelés généralement des shooters, ces photographes ou techniciens de l'image, qu'ils soient amateurs ou non, utilisent l'environnement et différents plans pour cadre, dans le but de délivrer une version esthétique de l'image à la clientèle. Je suis un nouveau shooter au nom de Mouega Dironé. On ne peut pas aussi rester les mains croisées et à la fin de la journée, on gagne quelque chose et on peut nourrir notre petite famille. Mais ce qui est difficile, c'est que la population ne comprend pas la chose de la même façon que les autres. On reçoit des menaces, mais après explication et aussi au vu de l'image qui est bien centrée, nette, bon, ils finissent par prendre. Ce phénomène qui a vu le jour il y a quelques mois à Port-Gentil voit la participation de la gente féminine. Je me prénomme Lila, j'ai 22 ans et je suis shooteuse professionnelle. J'ai appris le métier pendant les vacances avec des amis qui sont eux aussi des shooters. Et comme j'ai aimé, je me suis lancée là-dedans. Vu que pour l'instant je ne pars plus à l'école, j'ai préféré faire de ça un métier. C'est vrai que c'est rare de trouver des filles shooteuses, mais bon, moi je ne me limite pas. Ce que je peux faire comme métier, je m'attelle à le faire. Et donc j'aimerais conseiller toutes mes sœurs gabonaises à ne pas attendre autour des hommes et à ne pas rester assises à la maison. Nous vivons dans un monde où la femme essaie de devenir indépendante, essaie de faire quelque chose d'elle-même. Il est à noter que pour devenir photographe indépendant, l'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour autant, mais c'est un métier qui ne s'improvise pas. Il est vivement conseillé de suivre une formation. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. L'actualité à l'étranger, c'est avec vous, Achille Mwanda Moussouti. Et vous vous intéressez à la Somalie, où l'ONU appelle à un consensus rapide pour l'organisation des élections politiques. Le président de la transition malienne qui est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui entend se prononcer sur la chute du Premier ministre en son absence, et la collision d'un bus de voyageurs et d'une camionnette transportant du fioul qui a fait une 50aine de morts au Cameroun. Fabien Guy Okenvele, c'est exactement 53 personnes mortes brûlées et non identifiées dans l'ouest du Cameroun aujourd'hui. Le bus de 70 places a percuté le camion-citerne transportant du carburant frélaté qui allait en sens inverse à la falaise de Chang, une zone réputée dangereuse pour les conducteurs en raison de ses nombreux reliefs et ravins. Fin décembre dernier, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, avaient été tuées dans un autre accident de bus dans ce pays.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale examine depuis ce jour une demande de démission du gouvernement en l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, étape cruciale, dit-on, dans l'offensive du président Félix Tshisekedi pour la mise à l'écart de son prédécesseur Joseph Kabila. La Somalie pourrait faire face à une situation imprévisible si les différents leaders du pays ne trouvent pas un accord pour organiser les élections législatives et présidentielles avant le 8 février prochain. Des élections déjà maintes fois reportées, a souligné l'envoyé spécial de l'ONU James Swan, indiquant que l'enjeu est de trouver un consensus pour éviter de déstabiliser la Somalie, un pays déjà fragilisé par les violences entre clans et l'insurrection des islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Enfin, le président de la transition malienne, Ba Ndaw, déjeune à l'Elysée avec le président français Emmanuel Macron. Au centre de la rencontre, le prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra le 15 et 16 février prochain à N'Djamena au Tchad. Cette entrevue s'inscrit dans la lignée des rendez-vous avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Nigérien Mohamedou Issoufou et le Tchadien Idriss Déby Itno. La page des sports de cette édition d'information, c'est avec vous Ulrich Koupangoy et vous nous parlez d'abord de la Fédération gabonaise de taekwondo qui organise son assemblée générale élective ce dimanche. Le comité de normalisation dirigé par le comité national olympique gabonais a terminé de constituer le collège électoral. Un ouf de soulagement pour les pratiquants de cette discipline. L'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de taekwondo se tient ce dimanche 31 janvier 2021. Le nouveau président fédéral de la discipline sera connu à l'issue du scrutin. Le comité de normalisation est à pied d'œuvre pour constituer le collège électoral. Augustin Mwinga Ondeme, président sortant de la Fédération gabonaise de taekwondo. La mission du comité de normalisation jusque-là se déroule bien. Depuis l'état des lieux de vérification des clubs et des ligues, le renouvellement du bureau de ces ligues, tout le monde leur a fait confiance. Cette confiance devrait, à mon avis, et très logiquement, être étendue jusqu'aux élections. Ce dernier exhorte tous les pratiquants du noble art martial à faire preuve de sagesse et de maîtrise pendant le déroulement du scrutin. J'aimerais dire au collège électoral composé exclusivement de présidents de ligue, qu'ils ont entre leurs mains l'avenir de notre discipline. Il faut donc qu'ils agissent dans le sens de la responsabilité et qu'ils donnent au taekwondo le président que nous attendons tous. Le président sortant de la dite fédération est confiant quant à la réussite de cette assemblée générale nécessaire à la relance du taekwondo sur le plan national et international. Arrivé à l'élection signifie que tous les préalables ont été remplis. Je pense notamment à la sélection des dossiers de candidature. Le collège électoral étant bien identifié et connu, rien ne devrait empêcher le bon déroulement de cette élection. Tous les acteurs devront jouer le jeu, que tout se passe très bien. C'est l'image du taekwondo. À noter que 3 candidats postulent au poste de président fédéral, Denis Bumba, Bembo Mwanza et Andamné Lafleur. Du football dans cette page des sports, l'international gabonais André Biogo Poko vient de s'engager avec le club grec, le Panathinaikos. Une bonne nouvelle pour les Panthères du Gabon. Sans club depuis son limogeage au Gostep, club turc de première division en novembre dernier, André Biogo Poko a trouvé un point de chute. Les qualités et le potentiel de l'international gabonais ont convaincu les dirigeants grecs. Le montant du transfert et la durée dans son nouveau club sont pour l'instant inconnus. Une bonne nouvelle pour Patrice Neveu, qui va disposer d'une arme fiable pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 face à la République démocratique du Congo le 22 mars prochain. Du 29 au 30 janvier prochain, les journalistes sportifs vont participer à un stage de renforcement de capacité en basketball sur le thème « Le basketball, son jeu et ses règles », un séminaire organisé par l'Union gabonaise de la presse sportive. Plusieurs thèmes seront abordés, parmi lesquels les schémas tactiques et le terrain, les règles du jeu et le basketball gabonais. Une trentaine de journalistes participent à ce stage. On reste dans le football. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, a vu sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football validée par la FIFA mardi dernier.
Ce dernier est désormais éligible à la tête du football africain. Il sera en compétition avec 3 homologues, dont Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud, Ahmed Ould Yaya de la Mauritanie et Augustin Senghor du Sénégal. Une élection qui aura lieu en mars prochain en Éthiopie. Du rugby pour terminer, la date d'attribution des mondiaux 2027 et 2031 est connue. La World Rugby s'est prononcée à ce sujet. Les pays hôtes de ces prochains rendez-vous et ceux des Coupes du Monde féminines 2025 et 2029 seront connus en mai 2022. Tous les regards sont tournés vers l'Afrique du Sud, champion du monde en titre. La World Rugby espère un intérêt fort pour l'organisation de ce grand événement. Au voilà, auditeur de Radio Gabon, c'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Achille Mwanda Moussoti. La mise en onde est assurée par Thierry Wanya, à la collaboration rédactionnelle Ahmed Ryan Zengi, Issa Steve Mofan. Je suis Fabien Guillaume Kembele. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, je vous propose à présent l'intégralité des résolutions du dialogue gouvernement gabonais-Union européenne. Rosario Bento País, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, est au micro de Raymond Savo. Communiqué de presse conjoint, dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne, 27 janvier 2021. Le dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne s'est tenu le mercredi 27 janvier à Libreville sur la présidence de Mme Rose Cristiano Sakara Ponda, Premier ministre, chef de gouvernement, et de Mme Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne, en présence des ministres suivants. M. Lambert Noël Matat, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. M. Edgar Anicet Bumbu Niyaku, ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. M. Pacom Boumbele Boubeya, ministre des Affaires étrangères. M. Michael Moussa Adamo, ministre de la Défense nationale. M. Francis Nkea Dzige, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Mme Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. M. Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Mme Irline Antonella Ndembe, épouse Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits de l'homme. Professeur Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Monsieur Susten Oussougou, ministre du Budget et des Comptes publics. Madame Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou, ministre de l'Économie et de la Relance. Monsieur Guy Patrick Obiang-Ndong, ministre de la Santé. Madame Priska Koo, épouse Lenz, ministre des Affaires sociales et des droits des femmes. Monsieur Hugues Madinga Madia, ministre du Commerce. Madame Carmen Dao, ministre de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement et des affaires. Monsieur Brice Paya, ministre des Transports. Madame Yolande Nyonda, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. Madame Bento País était accompagnée des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays membres de l'Union européenne. Monsieur Fernando Alonso Navaridas, ambassadeur d'Espagne. Monsieur Philippe Autier, ambassadeur de France. Madame Sandra Vital, chargée d'affaires, AI, ambassade d'Italie. Monsieur Friedrich Fischer, chargé d'affaires AI, ambassade d'Allemagne. Monsieur Jean-Jacques Forté, conseiller politique de la délégation de l'Union européenne. Monsieur Frédéric Lepez, premier conseiller ambassade de France. Les deux parties se sont retrouvées le 27 janvier 2021 avec du côté gabonais une forte participation du gouvernement pour une nouvelle session de dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne. Le dialogue politique prévu par l'accord de Cotonou fixe le cadre des relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il consiste en un échange de vues entre partenaires de rang égal. Il permet de renforcer la communication et d'approfondir les relations entre partenaires. Les discussions constructives ont permis d'aborder les sujets politiques relatifs à la relation bilatérale et aux questions régionales et multilatérales. Les sujets concernant les droits de l'homme ont également été discutés, plus encore dans le contexte de l'élection récente du Gabon au Conseil des droits de l'homme, ainsi que la justice et la bonne gouvernance, notamment la lutte contre la corruption qui constitue un obstacle majeur au développement. Des échanges ont permis également de passer en revue la situation économique et sociale du Gabon et d'évoquer la coopération entre l'Union européenne et le Gabon, l'Union européenne finalisant actuellement sa programmation pour la période 2021-2027. L'Union européenne et le Gabon, qui partagent d'importantes priorités,
en particulier le climat et la protection de la biodiversité, sont décidés à travailler ensemble et l'Union européenne a fait part de sa disponibilité à accompagner le Gabon dans ses efforts pour aller de l'avant sur les différents sujets. Les perspectives de l'accord post-Cotonou, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2021, ont été discutées, de même que la mise en place de la ZLECAf, qui a vocation à être un enjeu important dans les discussions entre l'Union européenne et les autorités gabonaises. Le programme Gabon Vert et l'effort pour contenir le changement climatique sont un enjeu majeur de la relation UE-Gabon et de leur coopération. L'Union européenne a souligné l'action ambitieuse du Gabon sur le climat et son rôle de leader, notamment en Afrique. Le partenariat UE-Gabon est donc naturel dans ce domaine où la vision et les intérêts des deux parties sont alignés. La coopération de l'Union européenne avec le Gabon donne à ce secteur une forte priorité tant par le biais de la coopération bilatérale que régionale. Concernant les questions de sécurité terrestre et maritime, un bilan a été fait de la coopération passée et future avec l'Union européenne et ses États membres, une coopération opérant en grande partie au niveau régional et visant à aider les pays du Golfe de Guinée à répondre aux défis, en particulier celui de la piraterie maritime. Des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires et favoriser les investissements au Gabon. À l'occasion des échanges sur la situation économique et sociale au Gabon, fortement altérée par la crise liée à la pandémie de la Covid-19, l'Union européenne a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le Gabon pour la sortie de crise, notamment dans une stratégie de relance verte et durable. Les deux parties ont conclu les travaux après avoir épuisé l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour et sont convenus de se retrouver pour le prochain exercice de dialogue politique en 2022. Dans l'intervalle, le dialogue entre les deux parties sera permanent dans l'ensemble des secteurs et à différents. Mesdames et messieurs, Mbolo Samba, vous êtes sur Histoire d'ici et d'ailleurs. Je vous souhaite un bon confort d'écoute. Merci de me recevoir chez vous. Incroyables sont les pouvoirs influentiels qui peuvent être à la disposition de l'homme immortel, immortali hominum. Il y a des hommes immortels qui n'utilisent pas souvent leur pouvoir. Ils préfèrent en général vivre une vie discrète au milieu des hommes ordinaires, jusqu'à ce que certains événements qui leur déplaisent les forcent à utiliser toute la mesure de leur pouvoir, toute la mesure que leur donne le secret de l'immortalité. Kumba, qui est d'habitude un homme affable et diplomate, est aujourd'hui en colère. Il veut utiliser les connaissances que lui offre et que lui confère le statut d'immortel pour se venger. Il n'apprécie guère le fait que son vieil ami Manguéné lui ait fait il y a 9 ans une promesse qu'il a du mal à tenir. Manguéné lui a promis qu'il donnera sa fille à épouser à son fils. Et désormais, il refuse de tenir sa promesse. Mais Manguéné ne sait-il pas qu'une promesse est une dette et qu'en dépit de tout, Manguéné a fait le choix de marier sa fille à un autre jeune de la communauté. Pour Kumba, cette affaire est ressentie comme une humiliation énorme et comme une grande déloyauté de son ami vis-à-vis de